Nous allons changer complètement maintenant de sujet en évoquant une des grandes questions du présent et de l'avenir de la médecine. Ce sont les conflits d'intérêts en médecine. Et nous accueillons M. Mark Godwin, professeur à Suffolk University, chercheur à Harvard et également professeur invité à l'IMERA, l'Institut d'études avancées de l'Université d'Aix-Marseille Université. M. Mark Godwin. Merci. Alors, c'est un très grand honneur de participer avec vous. Le français, ce n'est pas mon langue natale, alors je ferai peut-être quelques erreurs, mais je fais des efforts. Alors, c'est un sujet peut-être plus déprimant qu'on a discuté, mais ce n'est pas nécessaire. Je parlerai, voilà un petit plan de ma conférence. Je discute d'abord qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêts, parce qu'il y a quand même des confusions. L'application de ces idées dans les recherches biomédicales. Et je vous donnerai quelques exemples pour que ce soit plus concret. Et après, on passe aux questions les plus importantes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme gérer ces problèmes? Et je vais terminer avec quelques remarques sur la déclaration des liens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça la solution. Ce n'est pas une cure. Ça peut être un outil important. Alors, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Commençons avec l'idée intuitive pour l'expliquer. On peut se demander ces questions. Peut-on être soi-même objectivement juger son situation? Et est-ce qu'il est cohérent ou est-ce que c'est prudent de permettre certains de leur juger leur situation? Je pense que tout le monde voit un peu le problème. C'est difficile d'être juge et partie en même temps. Alors s'il y a une dispute, est-ce que ce sera acceptable qu'un juge ou un arbitre soit payé par un des parties qui sont opposés? Je suppose que c'est vous qui ne payez pas l'arbitre, ce sera un peu inquiète des résultats. On pourra même parler pas de paiement. Est-ce que ce sera acceptable? Pourra-t-on accepter qu'un juge ou un arbitre d'une affaire est très proche à un des parties, qu'un des parties est un ami proche, un associé? Là aussi, on a peur. L'arbitre, le juge ne sera pas indépendant, il sera biaisé. On peut emporter ces mêmes facteurs, ces mêmes idées à d'autres professionnels. Ce n'est pas nécessaire que ce sera seulement pour les juges ou les... Alors, avant d'avancer, je veux faire une distinction entre le conflit d'intérêts et la corruption classique. Le paiement des pots de vin ou des fraudes. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le droit, c'est toujours contre le droit de fraude ou de corruption. Par contre, les conflits d'intérêts, des fois, sont tolérés, ce n'est pas toujours illégal. Et si on regarde l'histoire des systèmes juridiques, ça commence avec la corruption et après, on trouve que ce n'est pas suffisamment et il y a des limites aussi sur les conflits d'intérêts. Même si c'est différent, on peut voir, si on regarde, que souvent, on peut avoir les mêmes effets s'il y a des conflits d'intérêts qui ne sont pas gérés et la corruption. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des commissions ou un pot de vin à un fonctionnaire pour avoir un résultat qu'on veut, on peut donner un cadeau. Ou on peut avoir une affaire financière à la côté et voilà, on a des bonnes relations et ça peut avoir d'influence même si on n'a pas acheté le résultat en avant. Alors, on voit de ça que des fois, la réglementation des conflits d'intérêts peut être conçue comme une
forme de contrôle de la corruption qui est déguisée. Mais en même temps, ça peut être quelque chose de différent. Parce que le conflit d'intérêt, pour être pas la même chose que corruption, c'était plutôt une question d'influence et de bias, biaisé, est-ce que je prononce ça bien? Alors, avec cette distinction, je passe maintenant en définition. Qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Moi, je parle des idées juridiques anglo-américaines qui ont influencé ces idées. Alors, je fais une distinction entre deux types de conflits d'intérêt. Le premier, c'est le classique, les conflits d'intérêt financiers. Là, il y a un conflit entre les devoirs ou l'obligation légale ou l'obligation morale de quelqu'un de jouer un certain rôle et ses intérêts financiers, ses intérêts personnels. Et le conflit, c'est que les liens peuvent compromettre ce que l'acteur fait. Le deuxième type de conflit d'intérêt, c'est un tout petit peu différent. Là, ce n'est pas nécessairement une question de finance, c'est plutôt une question de jouer deux rôles qui ne sont peut-être pas compatibles ou il peut y avoir un conflit entre ces deux rôles. Et on parle en anglais de divided loyalties, où on pourra dire demander est-ce qu'on peut être le maître servir deux maîtres à la même fois. Alors, ça c'est la définition qu'on utilise. Et une autre petite distinction, il faut savoir qu'un conflit d'intérêt, ce n'est pas la même chose qu'un manquement de loyauté, une écart de bonne conduite. Un conflit d'intérêt, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une décision, c'est une situation qui crée un risque de baïs ou un risque que le conduit, ça ne sera pas comme il faut. Alors il y a, à cause de ça, souvent d'interventions, de bonne gestion, pour réduire ce risque ou réagir pour sauver à cause de ce risque. Mais le conflit d'intérêt soi-même, ça ne veut dire pas qu'on a fait quelque chose de mauvais, sauf s'il y a des règles qui disent qu'on doit déclarer les intérêts ou pas entrer dans une situation de conflit d'intérêt. Ok, passons maintenant question biomédicale. Alors, je vais regarder de plus près surtout les conflits d'intérêts des chercheurs, des individus, et aussi, mais aussi des institutions. Mais si on regarde les champs de recherche biomédicale, on voit qu'il y a beaucoup des situations, beaucoup des acteurs. Il y a des questions de financement de recherche, il y a des questions de publication à l'autre bout, il y a questions de mise en marché, il y a des experts et des agents à l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et dans chaque secteur, il y a des acteurs qui peuvent avoir des conflits d'intérêts. Alors, c'est un champ large. Moi, je vais discuter quelques-unes, mais il faut savoir que s'il y a un acteur, s'il y a des décisions à faire, on peut s'interroger de voir si il y a des conflits d'intérêts. Alors, je veux regarder 4 types de conflits d'intérêts des individus, après 2 des individus qui ne sont pas des chercheurs, mais des gens qui gèrent leur recherche, et aussi des conflits d'intérêts des institutions. Alors, commençons avec les chercheurs des individus. Je vais regarder de plus près 4 types de situations. Le premier, c'est un conflit entre les chercheurs dans les essais cliniques et ces personnes qui sont des fois en même temps des médecins qui traitent les patients. Le deuxième type de conflit d'intérêt que je vais examiner, c'est les conflits entre les chercheurs qui sont
en même temps des actionnaires, des investisseurs ou dans des entreprises qui gèrent la recherche ou commercialisent un produit. Le troisième type, ce sera le problème des chercheurs qui ont des liens avec celui qui finance la recherche. Ils dépendent sur cette finance et c'est des situations qui peuvent créer d'autres conflits d'intérêts. Et le quatrième type de conflit d'intérêts, c'est une question de conflit entre les règles de propriété intellectuelle et les normes de commerce et les normes de science qui ne sont pas toujours un liés avec l'autre. Alors, passons aux premières situations, les chercheurs qui sont en même temps des médecins. Le problème ici, c'est que même si les deux rôles sont très bons, c'est difficile de les jouer ensemble. Il y a des situations où un médecin traite un patient et des fois dit il n'y a pas de traitement standard, on peut vous donner la chance d'entrer dans un essai clinique. Le problème, c'est qu'un essai clinique, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas fait pour le patient, c'est fait pour agrandir les connaissances, peut-être pour aider d'autres patients dans le futur. Et le médecin et le patient peuvent penser que c'est fait pour lui. Le problème, c'est que le médecin a une obligation de réagir et de travailler dans l'intérêt du patient. La recherche, ce n'est pas fait dans l'intérêt d'un sujet humain qui participe dans la recherche. Peut-être c'est important de faire cette recherche, mais il peut y avoir des conflits, et surtout quand on demande le consentement éclairé, il peut y avoir des grandes confusions. Il y a là tout un champ des problèmes. Deuxième type de conflit d'intérêt des chercheurs, celui-là, c'est le chercheur qui est au même temps un actionnaire ou un investisseur dans la recherche. Là, je donnerai un exemple d'un chercheur qui était à Mass Eye and Ear Infirmary, un hôpital lié à Harvard. Monsieur Tang, Dr Tang, faisait des recherches sur la sécheresse, une maladie de sécheresse d'œil. Il faisait ça en même temps qu'il avait des actions dans une compagnie qui voulait commercialiser ce produit. C'était un start-up. Alors, ses premières études et recherches montraient que ça marchait très très bien, qu'il y avait énormément de potentiel, qu'il y avait des bons résultats. Dr Tiang, qui avait 3/4 des actions dans ces compagnies, a bénéficié parce que le prix des actions a monté. Il a vendu ses actions, il a profité de plus d'$1 million. Et après ça, on a trouvé de recherche que le produit ne marchait pas. Ce n'était pas efficace. Alors on peut se demander, est-ce que ce sera peut-être mieux que quelqu'un indépendant fait l'évaluation de médicaments, qu'on demande le docteur fait de la recherche, mais ce n'est pas soit actionnaire pour évaluer le produit en même temps, ou reste actionnaire, mais demande à quelqu'un d'autre, est-ce que ça devrait être mis en marché, est-ce que c'est un produit qui marche? Là, c'est un conflit en deux rôles, mais aussi un conflit financier. On peut multiplier ça, mais ça, c'est un exemple concret. Alors, je donnerai deux autres exemples et un exemple pour les deux. Troisième exemple, chercheurs qui dépendent sur la finance. Alors, la plupart des essais cliniques dépendent sur des industriels pour financer. Et le problème, c'est qu'ils veulent mettre leurs produits sur le marché.
il veut un résultat qui, si c'est possible, montre que le produit devrait être mis sur le marché. Ça peut tenter les chercheurs à avoir des résultats qui est bonne. Et en tout cas, il peut être peur que si j'ai des résultats qui sont trop critiques, peut-être je n'aurai pas un contrat dans le futur. Je vais illustrer ça, mais d'abord je discute l'autre conflit parce qu'il y a un cas qui peut illustrer les deux. Ça, c'est les conflits entre les règles, les normes de science qui demandent d'ouverture, des publications des connaissances, et les normes commerce qui a l'idée de secret commercial, qui accepte qu'on ne déclare pas tout, qui accepte des fois qu'on cache des choses pour avancer son intérêt financier. Alors voilà l'exemple qui illustre les deux problèmes des deux. Ça, c'était un chercheur à l'Université de Californie, Berkeley. Elle s'appelait Betty Dong. Elle écrivait une lettre à une revue en disant qu'il y avait un produit pour un problème de thyroïde et qu'elle pensait que les produits qui étaient génériques ne marchaient pas aussi bien que les produits brevetés parce qu'il y avait un problème d'absorption de médicaments, de bioéquivalence. L'industriel a dit c'est intéressant, ça nous aidera beaucoup. On a moins de concurrence si tout le monde achète notre produit breveté. Alors on a demandé de faire une étude pour évaluer si c'était vrai ou non. Elle a signé un contrat qui leur permettait, il disait toute la recherche c'était confidentiel. Elle a fait les recherches. Bon, on voit déjà le risque. Elle sera tentée de trouver le bon résultat, choisir une méthodologie qui montre que ce que l'industriel veut. Étonnant, mais elle n'a pas trouvé ça. Elle a trouvé le contraire. Elle a dit, j'étais tort, en ce cas, ils sont vraiment aucune différence. Ça n'a pas plu celui qui a financé l'étude. Et elle a dit, voilà, je vais le publier dans le JAMA. Et ils ont porté plainte à JAMA, à l'université, à l'individu. Elle était présente bankrupt, la fuite. Ça a détruit sa vie. Ça a duré plus de 6 ans, ce n'était pas publié. Finalement, ça sortit parce qu'il y avait le Wall Street Journal a fait un exposé. Mais on voit que les problèmes, que les logiques des industriels, même si ça se passe comme ça, souvent, ils finissent les recherches et si ce n'est pas intéressant pour eux, ce n'est pas publié, c'est fait en maison. Alors, on voit 2-3 types. On peut voir aussi deux autres types des conflits. Ce n'est pas seulement les chercheurs qui ont des problèmes. On peut avoir aussi toutes les structures qui gèrent la recherche. Il y a des comités d'éthique, des comités de protection de personnes. Tous ces gens qui sont pour gérer, on parle les conflits d'intérêts, mais d'autres questions importantes aussi, peut avoir des liens, des financements, des obligations qui créent des conflits d'intérêts. Et on trouve maintenant, en faisant une recherche aux États-Unis, que c'est ironique, ils gèrent les conflits d'intérêts de ces chercheurs, mais souvent leurs conflits d'intérêts ne sont pas gérés. C'est même un plus grand problème parce que les institutions, les universités, les écoles de médecine, de plus en plus ont des intérêts qui ont créé des conflits d'intérêts. Aux États-Unis, on a des partenaires commerciaux avec les universités. Ils font ce qu'on appelle des public-private partnerships. Ils reçoivent des fonds des compagnies pharmaceutiques pour faire des évaluations de produits, pour même développer et partager les profits des nouveaux produits. Alors là, on voit aussi des problèmes. En principe, il y a des façons de gérer ça, mais
on voit que c'est un problème des conflits d'intérêts des chercheurs, des institutions qui gèrent la recherche et qui les universités. Alors on se demande comment on sort parce que ce n'est pas un problème d'un individu, c'est un problème des structures et des institutions. Alors, maintenant c'est le moment de peut-être passer à gestion des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est de voir ça d'un plan du temps. On peut réagir avant, il y a un problème, pour prévenir le conflit d'intérêts, ou après, pour voir des sanctions, ou pour gérer les situations pendant qu'il y a des conflits d'intérêts. On peut, si on veut, interdire d'entrer dans des situations de conflit d'intérêts ou demander des personnes de déclarer leurs liens pour qu'on peut gérer leurs conflits d'intérêts. Une fois qu'on voit qu'il y a des conflits d'intérêts, on peut essayer de superviser ou diriger les chercheurs, les institutions. Ou une autre réponse, c'est d'attendre qu'il y a un scandale ou un problème ou des fautes et vouloir des sanctions et espérer que le peur de sanctions va avoir influence et les gens vont se pas faire des bêtises. En réalité, on mélange tous ces trois possibilités. Mais regardons, il y a des possibilités aussi structurelles. Regardons la façon de financer la recherche et la façon qu'on gère les essais cliniques. Alors, la plupart des essais cliniques maintenant sont financés par les industriels qui veulent mettre un produit sur le marché, plus que 3/4. Alors là, il y a directement un problème qui peut créer des conflits parce qu'ils ont un intérêt de voir leurs résultats de recherche qui leur comportent, qui leur aident leurs produits. Alors, dans les années 60 et 70, avant ça, les entreprises vraiment avaient très peu de réglementation aux États-Unis. Ils pouvaient faire leur recherche presque n'importe comment. Et c'était vraiment n'importe comment des fois. Et des fois c'était bien, mais des fois sans méthodologie, sans contrôle, très primitif. Alors, il n'y avait pas seulement des conflits d'intérêts, il y avait des fraudes. Ben, on n'a pas des cahiers pour montrer nos données. Oh, c'était perdu. Des choses comme ça. Alors maintenant, il y a des règles. On a passé aux phases numéro 1. 2, le FDA, les agences de médicaments, demandent beaucoup de contrôle. Et le fait de ça contrôle un peu les problèmes de qualité de recherche et en même temps peut-être certains problèmes de conflits d'intérêts. Mais le problème de financement reste. Alors, à l'autre échelle, au but, on peut dire, mais si toutes les recherches cliniques, ça sera financé par la NIH, l'État, et par les industriels et géré dans des structures publiques, il n'y aura pas ces problèmes. Oui, c'est vrai, mais peut-être ce n'est pas faisable. Qui paiera ça? Mais on voit, si on change le financement, on change les problèmes. Il y a d'autres solutions. Maintenant, beaucoup aux États-Unis, on a pensé, on avait des propositions de réforme, de voir l'accréditation des gens qui font de recherche et des structures. On avait aussi, on pousse beaucoup plus la transparence, on pousse l'idée de voir les publications de données pour qu'on peut vérifier. Tout ça, c'est des bonnes choses. Tout ça, c'est des progrès. Mais il n'y a pas une résolution de problème. Alors moi, j'ai une petite proposée de réforme et j'ai pensé que c'était très fier. Voilà, j'ai une solution nouveau. Après, j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'il y avait d'autres qui avaient cette idée et qu'il y avait de législation pour 10 ans, 1 an, chaque champ au Congrès américain entre 1970 et 80 pour mettre ce système en marche. Ça n'a jamais marché. Mais il faut savoir que c'est une idée qui était discutée, peut-être ça sera discuté dans le futur. L'idée, c'était simple. L'industriel
avant de mettre l'étude phase 3 qu'on a besoin pour mettre le produit en marché. Il le finance déjà, mais au lieu de gérer cette recherche soi-même et de choisir les chercheurs et de superviser, on dit voilà, vous indiquez vous êtes prêt à faire cette recherche et maintenant passe le choix de chercheurs et la gestion, ça sera passe à le NIH ou d'autres structures. Bon, c'est une façon de gérer les conflits d'intérêts, ça change le finance. Peut-être c'est pas possible, mais je montre ça qu'on peut changer les structures. On peut avoir des réformes structurelles des finances, on pourra discuter d'autres, on pourra, si on veut pas ça, avoir plus de surveillance des conduites des individus. Alors, juste pour donner des exemples, comment on peut gérer. Si un individu a un conflit d'intérêt, un chercheur, il y a deux choses très simples à faire. Soit on coupe le lien financier et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si vous n'avez pas d'action, si vous n'avez pas de contrat, si vous n'avez pas de liens financiers, vous pouvez continuer la recherche comme avant, pas de problème. D'autres solutions, vous voudrez garder votre rôle comme investisseur, très bien, pas un problème, mais en ce cas, peut-être sera quelqu'un d'autre qui fait la recherche parce que votre lien de finance, en ce cas, c'est lié trop près. Et il y a beaucoup de façons de faire ça. On parle d'émission, récusation, rédivination de mission. Le problème, ça inquiète beaucoup des gens. Ils veulent qu'il y ait une solution des conflits d'intérêts qui ne change pas beaucoup. Ils ne veulent pas changer être dans la recherche et avoir les liens finance et avoir une formule magique qui change les choses. Alors souvent, il dit, voilà, je déclare les liens. Et ça va être une solution. Et voilà, le revue Prescrire publié cette petite bande dessinée très drôle. Il disait, celui qui a l'agence de médicaments, conflit avoué, conflit oublié. Alors voilà, on l'a déclaré, c'est terminé, c'est fini, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas tellement simple. Il y a des bonnes choses pour la déclaration des liens. Ça peut permettre aux administrateurs de prendre des mesures de gestion des conflits d'intérêts. Il ne peut pas prendre ces mesures s'il ne voit pas s'il y a des liens. On peut faire la retraite de l'acteur en position de conflit, on peut superviser l'acteur, on peut permettre à un tiers d'examiner le comportement de conflit d'intérêts. On peut avoir ces déclarations, on peut aider la presse et le public pour s'organiser, s'opposer. Et si c'est une question des conflits qui a fait pour un individu, ça donne des fois des choix aux individus. Je ne veux pas avoir un docteur qui a un conflit d'intérêt, je ne veux pas participer dans cette recherche à cause des conflits d'intérêt. C'est des bonnes choses. Ce n'est pas toujours possible, mais il faut savoir, ce n'est pas une solution. Parce que le conflit d'intérêt, s'il n'est pas éliminé, existe encore. Ça veut dire le risque de bias, ça existe encore. Souvent, on n'a pas la capacité de gérer les conflits d'intérêts. C'est très facile à dire, on va les gérer. Quand on regarde de près ce qu'on fait pour les gérer, ça fait peur, parce que d'habitude, ce n'est pas grand-chose. Et la divulgation, des fois, ça donne fausse confiance. Les gens disent, voilà, on a divulgué, tout est en ordre, il n'y a rien d'autre à faire. Ça donne, des études de psychologie même montrent que ça donne, les gens souvent pensent, ils ont permission de faire ce qu'ils veulent, parce que voilà, j'étais honnête, j'ai déclaré mes liens, et maintenant c'est l'affaire de l'autre, je fais comme je veux, je peux marcher dans mon intérêt, ce qui n'est pas vrai du tout. Alors, j'arrête là. Excusez-moi de vous prendre un peu trop de temps. J'attends avec impatience votre commentaire et questions. Merci.
Merci beaucoup. Alors la première question, quelqu'un a déjà le micro, donc monsieur, si vous voulez bien la poser. Je vais vous proposer de vous lever pour qu'on vous voit bien et de vous présenter. Merci. Oui, Pierre Corvol, professeur émérite au Collège de France. Oui, je voulais vous demander, il y a une loi en France d'avril 2016 qui a trait aux devoirs et obligations des fonctionnaires, et il est indiqué clairement dans la loi que toutes les institutions publiques doivent nommer un référent déontologue et qui s'occupe particulièrement des conflits d'intérêts. Oui. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, notamment en regard de votre expérience anglo-saxonne. J'ai pas étudié comment ça se déroule en France, mais l'idée de voir quelqu'un qui s'occupe des gestions, c'est important. Et on a d'expérience aux États-Unis de l'Office of Government Ethics. C'était surtout pour les agents publics, les hauts fonctionnaires, les gens qui travaillent dans l'État. Et on a trouvé qu'on avait besoin mis un système en marche pour éduquer, pour surveiller, et que si on n'a pas ça, c'est très difficile. Le problème, c'est de nommer un déontologue ou quelqu'un en charge, c'est peut-être pas suffisamment. Il y a une question des ressources et il y a une question des règles, des lois et des applications. Mais je pense que c'est important de voir ça comme un problème de gouvernance et de gestion, parce que si ça passe pas, si ça reste comme une idée de éthique pour un individu, ça va pas très bien marcher. On a besoin des structures, des institutions pour s'occuper de ça. Allez, merci. Monsieur, pardon. Bonjour, merci. Foulquier Luc. Moi, ça fait à peu près 50 ans que je fais de la recherche dans un service public. Et je peux témoigner que sur les questions des conflits d'intérêts, les choses s'aggravent. Il y avait moins de conflits d'intérêts il y a 50 ans qu'aujourd'hui. La question que je vous pose, c'est pourquoi, et à travers 3 remarques. La première, j'ai vu s'accélérer les budgets de plus en plus distribués, soit par des organismes désignés par le gouvernement, soit par les entreprises privées. Ce qui fait que je suis passé dans mon propre service d'un budget quasiment à 100% de recherche. Monsieur, vraiment, c'est des questions très courtes. Parce oui, mais que... Alors, vos 3 points, oui, s'il vous plaît, rapidement. Mais c'est ça. Si la recherche est distribuée par l'argent privé, il y aura conflit d'intérêts. Deuxième question. La question de la science et la démocratie. La science, ce n'est pas la démocratie. Parce que sinon, Einstein, il n'y en avait que 2 qui comprenaient ce qu'il faisait, et c'est pourtant lui qui avait raison. Troisième question, c'est la compétence. Aujourd'hui, par exemple, les gens compétents qui travaillent sur les OGM, comme ils travaillent à l'INRA, on dit qu'ils sont incompétents et donc ils n'ont plus droit à la parole. Et enfin, que pensez-vous des ministres qui passent des banques au gouvernement et vice-versa? Les conflits d'intérêts, ils sont là. Merci de ces questions. Alors, monsieur, votre réponse, monsieur le... C'est un peu trop. C'est un peu trop de répondre. Est-ce qu'on peut commencer avec un? Parce que je pense que je n'ai pas compris tout à fait le contexte de toutes les questions. Alors, est-ce qu'on peut demander une petite question? Alors, si on reprend, c'est la question du conflit d'intérêts entre, en fait, aujourd'hui, le monde privé et le monde de la science. Hein. C'était la question que posait monsieur. Hein. Oui, mais il y a des conflits d'intérêts aussi dans le monde privé. Ce n'est pas une question exclue. En public, on se penche beaucoup sur les questions publiques en France, mais l'idée du conflit d'intérêts a développé dans la loi anglo-saxon dans le secteur privé. C'était une question de gestion des fonds de trust et de l'argent des privés, et on parlait d'un acteur qui avait une obligation pour travailler pour un autre, le trustee, pour le beneficiary. Seulement, il faut faire une analyse. Qu'est-ce que c'est l'obligation? Qu'est-ce qu'est le devoir? Et les acteurs privés ont certains d'autres devoirs. Alors, je pense que ça suffit pour réponse. Alors, je crois qu'on peut applaudir en effet M. Rodwin de toutes ces interventions.